Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stéphanie Guérin, qui n'est autre que la productrice de l'émission Ça commence aujourd'hui. Elle est lauréate quotidienne de Faustine Bollaert et elle est en direct au micro de Balance ton héroïne. Elle fut longtemps le bras droit et l'oreillette de Jean-Luc Delarue, qu'elle a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Elle nous partage ici cette rencontre qui a transformé sa vie. Stéphanie ne s'adonne jamais aux interviews et c'est une première pour elle et c'est sur Balance ton héroïne. Je suis Géraldine Jakowski et j'ai créé ce podcast pour mettre en lumière les héroïnes de l'ombre et Stéphanie en est une. On l'écoute. Stéphanie Guérin, bonjour et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Bonjour à vous. Alors, Stéphanie Guérin, vous êtes la productrice de l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert et j'avais très envie de vous interviewer parce que lorsqu'on a une quotidienne dans laquelle il y a des témoignages de personnes, d'humains, de gens qui vivent comme moi, je me dis mais comment, quelle équipe il y a derrière et comment on orchestre tout cela. C'est grâce à vous en tout cas et à votre équipe. Donc ce que je vous propose pour l'audience Balance ton héroïne, je vous propose de vous présenter. Alors, c'est pas un exercice auquel je suis très habituée parce qu'en effet, je suis plutôt dans l'ombre, moi, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors moi, en effet, je produis Ça commence aujourd'hui depuis sa création, donc depuis 6 ans, on est dans notre 6e saison, ouais. Et en fait, auparavant, je produisais déjà la quotidienne de France 2, la quotidienne du 14h de France 2. Donc auparavant, j'ai fait 1 an avec Frédéric Lopez et j'ai produit pendant 10 ans l'émission Toute une histoire. Pareil, même créneau à 14h sur France 2. Je l'ai produite pendant 4 ans avec Jean-Luc Delarue, puis 6 ans avec Sophie Davant. Donc on peut se dire que je connais bien cette case du 14h de France 2. Et je connais bien aussi les émissions de témoignages, puisqu'auparavant, avant d'être productrice de ce 14h de France 2, je travaillais aux côtés de Jean-Luc Delarue. J'ai été rédactrice en chef de Ça se discute jour après jour, qui était son prime d'image le lundi soir. Peut-être que vous vous souvenez. Mais oui. Et j'ai été aussi journaliste à Ça se discute aux côtés de Jean-Luc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc du haut de mes 48 ans, j'ai passé en fait la moitié de ma vie à préparer des émissions de télévision où on donne la parole aux anonymes, où la parole est mise en majesté dans nos émissions. Donc voilà pour la petite présentation. Alors moi, j'ai plein de questions. Mais dites-moi. Mais là, tout de suite, spontanément, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait à un moment donné que on croit au créneau de 14 heures? C'est-à-dire que à 14 heures, on pourrait se dire que tout le monde est en activité ou que c'est l'heure de la sieste pour les seniors. Mais vous, en fait, ça fait des années que vous travaillez sur ce créneau de 14 heures et ça marche. Qu'est-ce qui vous a fait croire que ça pouvait marcher? En fait, à l'époque, le créneau du 14h, il n'était pas très riche de propositions pour les gens qui étaient à cette heure-là chez eux. En fait, il y avait le policier de France 3, qui s'appelait peut-être même encore FR3, qui est souvent avec un chien ou un renard. Il y a le téléfilm de TF1 qui a longtemps été Les Feux de l'amour. Et puis, c'était à peu près tout. Donc, en effet, l'offre n'était pas dingue à cette époque-là. Il n'y avait pas du tout encore ce qu'on appelait la TNT. Il n'y avait pas toutes les chaînes qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, c'est Jean-Luc Delarue qui s'est dit que son émission marchant très bien en deuxième partie de soirée, ça se discute. Il s'est dit, en fait, peut-être qu'il faut essayer de proposer ça aux téléspectateurs du 14h. Ça les enrichira humainement et c'est une nouvelle proposition. Et en effet, il a eu raison puisque le succès a été au rendez-vous très vite. Parce qu'en fait, d'abord, on retrouvait Jean-Luc, donc c'était quand même une figure importante du PAF à l'époque. Et parce qu'en fait, en effet, les problématiques abordées, elles répondent à tout le monde. Donc, elles parlent au senior qui est chez lui et qui
en effet, a peut-être tendance à faire sa sieste et que nous, on maintient en éveil. Il parle, c'est des thématiques qui parlent aux chômeurs, aux femmes en congé maternité, aux femmes au foyer. Et en fait, tous ces gens-là, on les a peu à peu réunis devant nos programmes et nos programmes, les histoires qu'on propose, elles sont tellement extraordinaires que parfois, elles ressemblent un peu à des fictions. Et en fait, c'est comme ça que les gens sont venus, en se disant, finalement, je peux aussi un peu me divertir. La même chose que si je regardais le téléfilm de TF1, ça me divertit. Sauf qu'en plus, en nous regardant, nous, il y a un bénéfice téléspectateur énorme, c'est-à-dire que on apprend des choses sur nos propres vies, on se compare, on relativise, on se dit tiens, moi comment j'aurais réagi à la place de l'invité qui raconte son histoire. On en tire du bénéfice aussi grâce à la présence des experts qui sont là. On en tire des bénéfices, c'est-à-dire que les auditeurs en Okay. tirent des bénéfices. En fait, on en tire des bénéfices parce que qu'on soit complètement étranger à l'histoire et qu'on la regarde un peu comme un scénario, ou au contraire, qu'on vive la même chose, et que d'un seul coup, on se dit, mais en fait, je ne suis pas tout seul à vivre cette épreuve, à vivre ce rebondissement dans la vie. On en tire quelque chose parce que d'un seul coup, c'est un peu comme si on rentrait dans la télé, on se retrouve au sein d'une grande famille, et ça, ça fait toujours beaucoup de bien. Et en plus, comme on a nos équipes de spécialistes, parce que ça, c'était aussi la grande et bonne idée de Jean-Luc Delarue, c'était de mettre des spécialistes. En fait, là aussi, on apprend des choses. On apprend soit des choses très factuelles quand il s'agit de notre avocat qui vient nous dire, voilà, dans tel ou tel cas, il faut porter plainte, il faut garder les SMS en preuve, etc. Donc, des choses très concrètes. Et aussi des clés que peuvent nous donner les psys, les psychologues, les psychiatres qui font partie de nos équipes. Des clés qui sont en fait complètement adaptables à notre propre vie. Et c'est souvent ça qui fait du bien. Alors, moi, je n'ai jamais... j'ai pas du tout, on peut pas dire que nos émissions changent la vie, et encore que on a des échos comme parfois de téléspectateurs qui nous écrivent en disant mais j'ai pris conscience de ça. Mais en tout cas, on en tire des clés, et ces clés-là, elles sont toujours intéressantes pour avancer, pour cheminer, pour décoincer des trucs. Donc oui, en fait, il avait raison, Jean-Luc, il y avait exactement la place pour ce programme-là à cette heure-là. Et je me souviens que lui, il disait toujours que les téléspectateurs de 14h, ils étaient pas maltraités parce qu'on leur proposait sur les autres chaînes, mais en tout cas, ils voulaient leur proposer un programme de qualité, riche, et où on se dit « Waouh, j'ai appris un truc, j'ai passé un bon moment, j'ai eu l'impression d'être entourée de gens qui me ressemblent, on est comme en famille, et en plus, je me suis enrichie humainement. » Et ça, c'est très important. Très Ça l'est important. toujours. Ouais, et c'est pour ça, en fait, que vous avez rassemblé toute cette audience et que l'émission foisonne à des audiences de 1 million, 1 million 2, 1 million 350. On en parlait en préparant cette interview. Enfin, je veux dire, ça, c'est des audiences, vous voyez, Stéphanie, qu'on retrouve le soir. Je ne sais que vous ne regardez pas les données, les statistiques, mais en tout cas, c'est des audiences qu'on retrouve sur Quotidien, donc les 2 émissions phares du soir. Quotidien et TPMP. Donc moi, je vous dis bravo parce que vous avez réussi à rassembler cette audience à 14h, et ce, depuis des années. Et ce qui résonne aussi... c'est vrai, c'est hyper gentil. En effet, vous avez raison. Je suis pas. Alors évidemment que je regarde les audiences tous les jours, mais je suis pas. Pour moi, c'est pas une course, l'audience. La qualité, c'est une course. La qualité de l'émission, la qualité du programme, la qualité de ce qu'on propose à nos téléspectateurs, ça c'est important. La course à l'audience, encore une fois, évidemment que tous les matins à 9h02, j'ai mon rendez-vous avec Médiamétrie, c'est important, mais c'est pas ce qui nous anime en tout premier. Écoutez, tous les honneurs sont pour vous. Non, mais tous les honneurs sont pour vous, parce que là, vous êtes en train de me dire que ça fait du bien, à ceux qui vous regardent, que ça peut amener des déclencheurs, que ça peut résoudre des problèmes. Alors moi, en fait, ça résonne avec le fait que lorsqu'on fait, par exemple, du développement personnel, ou lorsque on va essayer de comprendre des périodes un peu complexes dans nos vies, ce qui se passe parfois, c'est que on se retrouve en situation de jeu de rôle, ou alors on se retrouve dans des groupes et il y a du partage d'expérience. Pas du partage d'expérience pour recevoir des feedbacks ou des conseils. Du partage d'expérience juste pour poser ça là. Eh bien, en fait, chaque personne en tire ce qu'elle doit en tirer, ou en tire la leçon qu'elle doit en tirer, ou alors chaque personne, eh bien, ça peut lui apporter une clé dans ce qu'elle traverse elle-même dans sa vie. Et vous, en fait, tout ça, ce que l'on peut trouver dans
dans ces cursus de développement personnel. Eh bien, en fait, Ouais. j'ai l'impression que vous l'avez transformé en émission et que du coup, vous, c'est 1 million de personnes que vous rassemblez autour des Ouais. problématiques, comme vous dites, de tout à chacun, du grand Oui, oui, bien public. sûr. Et c'est pour ça que ça Après, résonne autant. il y a un ingrédient très important, voire principal, c'est Faustine. Elle est comme elle, à l'antenne, comme elle est dans la vie. Donc, elle est aussi spontanée, elle est aussi rigolote, elle est aussi, elle peut, enfin, j'allais dire, elle joue sur sa palette d'émotions, mais c'est pas elle joue, c'est qu'elle est une palette d'émotions. Donc, en fait, et très souvent, elle pose des questions que n'importe quel téléspectateur se pose dans son canapé face à son écran. Donc, c'est ça, c'est en ça aussi que les gens aime s'identifier, c'est elle est, et elle rassemble beaucoup, c'est-à-dire que les femmes l'aiment bien, les hommes l'aiment bien, les seniors la trouvent super et ont envie que ce soit leur petite fille, les jeunes, parce qu'on a énormément rajeuni les cibles, voudraient que ce soit leur meilleure copine. En fait, elle a un côté très girl next door qui rassemble et qui est pas du tout segmentante. C'est-à-dire que les femmes sont pas jalouses d'elle, les hommes la trouvent super, mais les femmes sont pas jalouses du regard que leur mari pose sur elle. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'elle est l'incarnante idéale pour ce programme. D'abord parce qu'elle a réellement le goût des autres et que il faut vraiment être sincère pour pouvoir animer cette émission. Il faut vraiment avoir une empathie et le goût des autres, sinon ça sonne faux en permanence. Euh, donc elle Moi, est ouais. l'incarnante idéale pour ça aussi. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il y a un combo empathie, intelligence émotionnelle et Hum, puis hypersensibilité pour hum, toute sa spontanéité et hum, justement poser les questions des téléspectateurs en fait, hum. en direct et en spontané. Oui, oui, c'est exactement ça. En effet, il y a une intelligence émotionnelle qui est très importante et assez primordiale pour cette émission parce que le factuel, les questions factuelles d'une journaliste lambda, ça ne donnerait pas à coup sûr la même émission. En effet, nous, on vient chercher ce que les gens ont au fond des tripes, on fait en sorte qu'ils laissent un peu leur bagage trop douloureux chez nous. Donc, il y a une catharsis importante, évidemment. Il y a un travail un peu de psy, même si Faustine n'est pas psy et qu'on a nos psys en plateau, mais oui, il y a une empathie et une confiance qui est hyper importante. Et Donc quand elle est je vraiment parlais, l'incarnante parfaite. quand on produit ce type d'émission, c'est que Stéphanie, vous êtes le clone en fait de Faustine, ou plutôt Faustine en fait. Enfin, je veux dire, Faustine est aussi le reflet de qui vous êtes, forcément. Alors là, je vais avoir du mal à vous répondre, mais oui, on dit souvent, enfin, elle dit souvent qu'on est un monstre à deux têtes. Oui, évidemment. En fait, moi, je suis en amont. Moi, je prépare toutes les missions en amont. Mais en effet, pour préparer une émission qui va lui ressembler à elle et dans laquelle elle va être bien et elle va pouvoir animer comme un poisson dans l'eau, bah, il y a forcément un peu de... Oui, on a évidemment une personnalité des personnalités assez proches. On est très, très complices et bah, je pense que ça se sent et c'est important. Et c'est important. Alors, il y en a une dans l'ombre et il y en a une dans la lumière, mais on fait pas tout à fait le même job, mais on a un peu le même bide. On a un peu le même ventre, on a un peu le même cerveau, on est très connectés. Et en fait, moi, je prépare jamais l'émission. Enfin, si, je la prépare en me disant, tiens, Faustine, elle préférera commencer par tel ou tel invité, elle se sentira mieux. Mais en fait, comme on se ressemble beaucoup, je me fais suffisamment confiance pour avancer. Faustine, elle n'est pas toujours avec nous dans la préparation de l'émission, donc moi, je fais des choix pour l'émission, pour elle, et souvent, je vise assez juste, en effet. Et on a souvent les mêmes coups de cœur, on a souvent les mêmes réactions au même moment sur le témoignage. Oui, oui, on est un peu, finalement, oui, elle a raison, on est un peu le monstre à deux têtes. Alors Stéphanie, comment on en vient à cette carrière de productrice? Comment à un moment donné, suite à vos études, vous vous êtes dit, ben moi en fait, je vais produire des émissions où il y aura l'humain au centre de l'émission. Mmh. Mmh. Et puis je vais voilà, il y aura des témoignages avec un présentateur ou un animateur ou une animatrice qui sera vraiment la clé de voûte, le noyau de cette Mmh. émission. Il y aura des spécialistes qui viendront y répondre. A été quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est une rencontre, c'est la rencontre professionnelle de ma vie, c'est Jean-Luc Delarue.
Moi, quand j'étais ado, que j'habitais dans le Morvan, que je faisais mes petites études de lettres, enfin mes études de lettres, j'adorais la télé. J'aimais la télé, j'aimais la télé des années 90, j'aimais Ciel Montmardi, c'était les débuts de Jean-Luc, je regardais La Grande Famille, tout ça j'aimais. Mais j'étais à 1 milliard d'années-lumière de me dire que c'était un monde qui pouvait m'accueillir. 1 milliard d'années-lumière. Et puis, pour plein de raisons, il se trouve que je suis montée à Paris, comme on dit, que j'ai fait une école de journalisme. Et par le truchement de plein de trucs, en fait, je me suis retrouvée à un jour passer un entretien Réservoir Prod, qui était en 1998 la boîte de prod dans laquelle il fallait être. Et en fait, on m'a reçue pour remplacer une fille qui était en congé maternité, donc qui devait être absente pendant 2 mois. Et donc ça, c'était en 98 et j'y suis toujours. Voilà, Incroyable. j'ai été embauchée pour être journaliste. Alors, ce qu'on appelait à l'époque, il y avait un peu des grilles d'évolution. J'étais journaliste junior pour Ça se discute. Je me souviens très bien que mon tout premier Ça se discute que j'ai monté, c'était quelque chose autour de la fête, la nuit, les gens qui vivent la nuit. Et là, vraiment, c'était le grand écart avec ma vie d'avant, parce que voilà, moi, je viens du Morvan, j'ai grandi dans une famille finalement assez banale, enfin, en tout cas loin des codes de la télé, et je me retrouve à faire un premier Ça se discute sur le monde de la nuit. Donc, les discothèques, la fête, les guettins à l'époque, c'était les bains-douches, voilà. Bienvenue à Et Paris. ça, voilà, exactement. Et ça me plaît enfin, le premier coup, ça me plaît. Et après, j'ai dû enchaîner avec des thèmes beaucoup plus sociétaux. Je me souviens très bien que j'avais fait un Ça se discute sur le viol. Je me souviens très bien du temps passé avec les femmes en ligne, du temps passé avec les hommes agresseurs en ligne. Et tout de suite, là aussi, tout de suite, ça m'a plu. Tout de suite, l'écoute, creuser, essayer de comprendre comment on peut devenir un agresseur. Enfin, il y a une dimension un peu psy en moi. Et tout de suite, ça m'a plu. Et en fait, à l'époque, donc c'était Jean-Luc animait cette émission. Et après les émissions, on se retrouvait dans la loge de Jean-Luc. C'était le grand débriefing, le grand débrief après les enregistrements. Et assez rapidement, moi, je parlais pas beaucoup pendant les débriefs. J'étais plutôt, je me tenais un peu à l'écart. Et en fait, assez rapidement, il a dû sentir, je sais pas, peut-être un manque de confiance. Et assez rapidement, il est venu un peu me titiller, me poser des questions, etc. Et j'ai dû le faire un peu marrer. J'ai dû le faire rire. Et petit à petit, voilà, je suis devenue journaliste junior, donc en charge des enquêtes. Et puis, il y a eu un vrai déclic. Donc là, je commençais à mieux le connaître, mais pas à le fréquenter de façon quotidienne. Et puis, il y a eu un vrai déclic en 2002, quand je suis partie en congé maternité. J'ai eu ma première fille. Et Jean-Luc m'a appelée à la maternité et en me disant tu reviens vite parce que je te nomme rédactrice en chef. Et là, je Waouh. me suis dit, en fait, des mecs, des patrons qui appellent leurs employés à la maternité pour leur dire tiens, je te nomme au poste supérieur et je te fais confiance pour préparer mes émissions. Je me suis dit, il ne doit pas y en avoir 50, en fait, des mecs comme ça. De fil en aiguille, après, on s'est énormément rapprochés. Moi, j'ai été rédactrice en chef de son prime. Et après, c'est vraiment quand il est passé sur la quotidienne et que je suis devenue productrice de la quotidienne et oreillette de Jean-Luc Delarue, même si je l'avais fait un petit peu en amont. C'est vraiment là qu'on s'est rapprochés, en fait. C'est quand je suis devenue son oreillette, parce que oreillette de Jean-Luc Delarue, ça veut dire il n'y a pas plus proche de lui, en fait, parce que oreillette égale oreille, égale psy, sœur, mère, confidente, médecin, infirmière. Je suis Oui. devenue tout ça. Et après, on a avancé comme ça. Et c'est là vraiment où je suis devenue productrice. Mais en fait, j'ai pas été. Là, pour le coup, Jean-Luc ne m'a pas dit bon, voilà, maintenant, Steph, tu es productrice. En fait, j'ai pris petit à petit le poste. Et un jour, je me souviens, un jour où j'avais un souci, je ne sais plus lequel il était, si c'était un truc de diff avec la chaîne, si c'était quelque chose où il fallait que je m'affirme. Il m'a envoyé un texto en me disant maintenant, tu te bats comme la productrice que tu es. Et là, je me suis dit ah ouais, ok, donc je suis productrice. Ok, alors que je faisais Wow. le job depuis déjà un certain nombre de temps, mais c'est là où je me suis dit ah ouais, ok, donc tu es productrice de télé. Bah ok.
Et c'est comme ça, en fait, voilà, c'est cette rencontre-là qui m'a permis de devenir productrice d'une émission de télé, d'une quotidienne à 14 heures, et de travailler à la télévision depuis 25 ans, en fait. C'est cette rencontre-là, c'est lui qui a tout changé. C'est lui qui a tout changé, mais quel coach il était. Enfin, à un moment donné, avoir pu cerner quelle personnalité Oui, vous aviez oui. Mm. pour se dire, mais il y a un potentiel, il faut que je l'accompagne pour que ce potentiel puisse, être Ouais, c'est mis à marrant que vous jour. disiez ça parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à me dire, moi, alors que réellement, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand il a pris la quotidienne, quand il a lancé toute une histoire, donc en 2006, moi, j'étais encore en congé maternité à l'époque, mais je suis revenue très vite et j'étais à l'époque rédactrice en chef. Et on était une espèce d'armée mexicaine. Il y avait, je sais plus, 3, 4 rédacteurs en chef, plus une directrice de la rédaction, plus un producteur. Et en fait, quand on allait en tournage, le producteur faisait l'oreillette de Jean-Luc sur toute la partie artistique, réelle, et chaque rédacteur en chef faisait l'oreillette de Jean-Luc également pour la partie un peu plus qui concernait plus les histoires, les virages dans les histoires, les anecdotes. On faisait chacun, enfin Jean-Luc avait 2 personnes dans l'oreillette, le producteur et chacun des rédacteurs en chef. Donc, il avait, à l'époque, je vous dis, 3, 4, 5 rédacteurs en chef, je ne sais plus exactement. Et un jour, le producteur a été amené à partir sur d'autres territoires professionnels. Et donc, il fallait remplacer l'oreillette officielle de Jean-Luc. Et je me souviens très bien qu'ils m'ont passé un coup de fil en disant, en fait, c'est toi qui vas être l'oreillette. Alors moi, avec ma confiance en moi à peu près au niveau des pâquerettes, j'ai dit, ah bon, mais c'est un piège, vous allez me virer et tout. Aujourd'hui, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Oui, voilà. Bon, j'essaie de m'en débarrasser depuis, mais non, ça va mieux. Mais à l'époque, je me suis dit, mais en fait, là, c'était tellement le Graal de devenir l'oreillette de Jean-Luc à l'époque que je me suis dit, mais en fait, ils me mettent une peau de banane pour que je me vautre, en fait. Et en fait, pas du tout. Jean-Luc m'a juste dit, en fait, non, tu es folle. C'est juste que des 5 cerveaux qui sont rentrés dans le mien pour faire l'oreillette, je vois que tu es celui qui est le plus compatible avec mon cerveau à moi. On a à peu près la même vitesse, le même humour, la même répartie, on est ému par les mêmes choses. Donc, en fait, c'est toi qui vas venir maintenant dans mon cerveau. Et je me souviens, je m'étais retracée, je m'étais dit, oulala, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, très vite, j'ai adoré cet exercice. Et aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire. Depuis que j'ai goûté à ça, c'est pas une drogue, mais un peu, c'est ce que je préfère faire. L'oreillette, c'est vraiment mon terrain de jeu. En fait. J'adore ça. Alors, vous adorez C'est ça, mais bizarre, c'est hein. aussi le Graal, hein, vous l'avez dit dans votre Ouais, témoignage. ouais, ouais. L'oreillette, c'est le Graal, à un moment donné. Ouais, Et puis, il y a des animateurs qui comptent plus que d'autres. Et l'oreillette de Jean-Luc Delarue, à l'époque, c'était vraiment le Graal. complètement. Mais, et ça va très bien avec ma personnalité, de rester dans l'ombre, voilà. Après, le terrain de jeu, il m'éclate autant aujourd'hui avec Faustine. Vraiment, c'est hyper difficile à expliquer l'oreillette parce que c'est de la répartie beaucoup, c'est des trucs qui se jouent à une seconde, c'est rentrer dans le cerveau de l'autre, être hyper caméléon, mais pas non plus prendre sa place, jamais. C'est vraiment un truc un peu compliqué à expliquer, mais vraiment, moi, c'est là où je m'éclate le plus. C'est vraiment là où je prends le plus grand pied, et parce que c'est aussi la concrétisation d'une émission qui a pris naissance dans ma tête souvent pendant une insomnie, une thématique où je me dis tiens ça dans 3 semaines ce serait bien qu'on tourne ça, et c'est l'aboutissement. En fait ouais, j'ai ma super équipe a réussi à comprendre ce que je voulais faire, ils l'ont monté et là on est en train de l'enregistrer avec Faustine et c'est hyper jouissif en fait, c'est très très jouissif. Oh là là, donc en fait, vous vous renouvelez chaque fois, vous trouvez des thématiques. Est-ce qu'il y a des brainstorming dans l'équipe pour pouvoir Oui, trouver des thématiques, ou il y a que vous qui êtes le cerveau de Ça commence aujourd'hui? en fait, on est sur un rythme qui est très, très soutenu. Donc, la plupart du temps, c'est moi qui trouve les thématiques. Maintenant, une fois par an, on fait un grand séminaire où on réfléchit tous ensemble et où moi, j'ai besoin aussi d'être nourrie de temps en temps. Après, moi, je me nourris de tout. C'est-à-dire que n'importe laquelle des rédac chefs qui vient me raconter un truc qui lui est arrivé dans le week-end, moi, ça peut devenir une émission. Très vite, j'ai un logiciel dans ma tête qui fait que je me dis, alors attends, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça fait un plateau? Oui. En fait, moi, je réfléchis toujours comme ça, toujours. Chaque fait de vie, Donc, même quand vous sortez votre chien, que vous amenez les enfants à l'école, que vous allez faire vos courses, chaque tout le temps, fait de... tout le temps, tout le temps. C'est même un petit peu fatigant pour l'entourage, mais oui, tout le temps.
Et la nuit, le Oui, cerveau continue de travailler. oui, alors j'ai un bon sommeil hein, malgré tout, mais à 5 heures, on peut considérer que je suis pleine bourre. Oui, 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 oui. Mais oui, Stéphanie, oui, je suis le cerveau parce que c'est pas un truc que je dis facilement, mais oui, en effet, cette émission, elle me ressemble parce que c'est moi qui vais décider de un sommaire avec telle musique. Bah, la musique, souvent, c'est moi qui l'ai décidé. La bande-annonce, moi, le dimanche, voilà, j'envoie mes mails en disant, alors, pour telle bande-annonce de la semaine prochaine, tiens, j'ai entendu ça serait bien qu'on mette ça, puis j'ai vu ça dans l'émission, il faut prendre ce sonore-là. Oui, évidemment, évidemment. Évidemment. Les thématiques, bah, c'est oui, même si tout ça est après un travail de groupe, la mise sur les rails et l'empaquetage, le bolduc du paquet cadeau, voilà, j'aime bien mettre mon grain de sel un peu partout. c'était touchant en tout cas le témoignage de Michel Drucker Ouais. cette semaine. C'était très touchant. Alors, c'est dommage que Faustine ait parlé à ce moment-là parce que je l'ai senti très touché et il avait vraiment besoin de le dire. Il avait besoin de parler de vous et de Oui, citer le nom de oui. Jean-Luc. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça peut paraître un peu idiot, naïf, mais c'est vraiment important pour moi que Jean-Luc soit encore présent, même 10 ans après sa mort. En fait, moi, il y a pas une émission où on lance les moteurs où je pense pas à lui. En fait, j'ai travaillé, je crois, 15 ans avec lui, oui, 15 ans. Je suis tellement imprégnée de tout ce qu'il m'a appris. Je le transmets au quotidien à Faustine. Je me vois parfois dire des choses à Faustine que Jean-Luc me disait. Il y a une transmission, une continuité qui est hyper importante. Je me sens un peu garante de l'héritage spirituel de Jean-Luc. Il n'y a pas que moi, hein. Réservoir Prod, on est trois ou quatre femmes à avoir grandi avec lui et à être maintenant à la tête de l'entreprise. C'est hyper important pour nous. Moi, je suis un peu plus parce que je suis sur la quotidienne et sur le programme qu'il incarnait, même si ça s'appelait toute une histoire et que 15 ans se sont passés. J'ai quand même l'impression dans l'animation, de transmettre des choses que lui m'a apprises à Faustine. Et ça me le fait de façon très régulière. Donc oui, oui, moi je pense à lui tous les jours. Et le fait que Michel Drucker ait eu voilà, ces quelques mots pour lui et pour moi, du coup, euh, moi ça m'a évidemment surprise. Qui se souviennent de moi, tout ça, ça m'a évidemment surprise. Et qu'on pense à lui, qu'il soit présent, ça m'a énormément touchée. Moi, c'est très important pour moi qu'on ne l'oublie pas. Très important. Et je pense à lui quand je prends l'antenne, mais je pense à lui dans plein de trucs de ma vie perso, en fait. Tout ce qui m'a apporté, tout ce qui. Jean-Luc, c'était un homme de slogan, donc on a des slogans dans la tête qui nous reviennent régulièrement. Jean-Luc, c'était un homme de force et voilà, quand il y a des coups de mou, je pense souvent à lui, très souvent à lui. Et oui, parce que c'est comme si, je sais pas, alors moi j'ai une image, c'est comme si on perdait son jumeau ou sa jumelle. C'est comme si il y avait une partie de son âme là qui Mmh. disparaissait. Enfin, en tout cas, Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais Jean-Luc, c'était mon patron. Jean-Luc, c'était mon boss. Donc oui, évidemment qu'on se ressemblait sur plein de trucs, mais c'était aussi mon patron. Donc il y avait en plus une admiration et moi je lui dois tellement. Donc jumeaux, oui, mais pas que, mais pas que. ou alors peut-être ce Il que m'a je voulais vraiment dire, fait c'est grandir. âme Il m'a- jumelle ou quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose de plus spirituel, de très Ouais, connecté, comme ouais, vous l'avez dit. oui, 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 un peu, un peu, un peu. Comment on rebondit suite à son départ? Comment on réussit à reprendre le cap ou à Ouais. rebondir sur un nouveau projet? Comment ça se passe? Parce qu'il y a En une fait, audience qui est en attente. Vous voyez, ouais. il y a En vous, fait, votre vie ne s'arrête pas. ouais, ouais, bien sûr. Bah, moi, je pense que j'ai un caractère
j'aime pas trop me laisser abattre, ça c'est sûr. Et après, Jean-Luc, il nous a toujours appris à rebondir, justement. C'est-à-dire qu'avec lui, on a connu quand même pas mal de choses. Si on avait été dans une série, on nous aurait dit, putain, il est bon, le scénariste. On a connu beaucoup de choses. On a connu l'arrestation parce qu'il prenait de la cocaïne avec la garde à vue et des tournages en attente. On a connu la suspension de l'antenne avec l'arrivée de Sophie Davant. Les choses, tout ça, on a un peu oublié. C'était il y a longtemps, mais ça s'est passé en 48 heures, en fait. Nous, à Réservoir Prod, à l'époque, on a eu peur de perdre notre émission et de devoir mettre la clé sous la porte. Et en fait, voilà, Jean-Luc a réussi à faire en sorte que Sophie prenne la relève. Et moi, en 2 secondes, il a fallu que mon cerveau, qui était caméléon de Jean-Luc, devienne caméléon de Sophie, en fait. Ça s'est passé vraiment en 48 heures. Je me suis retrouvée à l'oreillette de Sophie Davant, que je n'avais jamais connue, qui n'avait jamais fait ce genre d'exercice, même si elle a déjà, elle avait une carrière professionnelle bien établie. L'écoute, c'est quelque chose de particulier, et c'est même souvent, en fait, l'exercice qu'on fait faire dans notre émission, dans nos émissions de témoignage, souvent c'est un peu le contraire que ce que tous les animateurs ont mis en place. Un animateur, ça prend un micro, ça parle, ça anime. Bah nous, en fait, moi, je leur demande de se mettre en retrait. Je leur dis, attention, le silence, il est hyper important. Laisse-le, le silence. N'aie pas peur du silence. Toutes ces choses-là, il faut leur apprendre, il faut leur transmettre. Et tout ça, ça s'est fait en 48 heures, parce que la pauvre Sophie, je me souviens très bien qu'elle est arrivée. Jean-Luc lui a dit, maintenant c'est à toi. Et on a enquillé, je crois, 4 émissions. Et ben, c'est cette façon de rebondir, en fait, c'est Jean-Luc qui nous l'a transmise. Donc, ben, on a rebondi quand il s'est fait arrêter, on a rebondi quand Sophie est arrivée, j'ai rebondi quand il est tombé malade, parce qu'évidemment, c'est pas moi qui l'a appris en premier, j'ai rebondi quand il est décédé. En fait, après, c'est aussi parce que c'était tellement fort entre lui et moi que la maladie, la mort, moi, je l'ai accompagné quotidiennement jusqu'au bout, puisqu'on s'est dit au revoir. Enfin, il y a eu un cérémonial important qui fait que mon deuil a été, alors, pas facile, mais en tout cas faisable, et que très vite, je suis partie dans une espèce un peu de croisade pour que Jean-Luc soit toujours, que personne l'oublie. Donc ça, c'est il y a 10 ans, la croisade, je le vis plus comme ça, même si j'ai toujours cet héritage spirituel en moi. Mais j'ai plus cette espèce de rage de il faut qu'il soit, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit à l'antenne, qu'on l'oublie pas. Je suis partie un peu en croisade, et c'est ça qui m'a permis de tenir. Après, voilà, les choses s'estompent, le deuil se fait, la douleur s'estompe un peu. Euh, et aujourd'hui, je porte tout ce qui m'a appris, toutes ces valeurs différemment. C'est comme ça que j'ai rebondi. Et en fait, je me suis jamais dit, j'ai jamais été à terre en me disant on va pas y arriver. Non, jamais. En fait, jamais. Je pense qu'il m'a insufflé tellement de force depuis toujours que j'ai continué à tracer, en fait. J'ai continué à tracer. Et c'est pour ça aujourd'hui, Stéphanie, que vous menez tambour battant. Donc, la production de l'émission, ça commence aujourd'hui. La production du podcast Addiction. Vous avez donc, il y a un livre qui vient de paraître. Alors, dites-moi, c'est le livre Ça commence aujourd'hui avec des témoignages qui Oui, vient de paraître aux éditions. Harper et Collins. Voilà. Vous m'avez confié aussi que vous écriviez des chansons. Oui. Waouh! Ça fait un peu la nana qui s'éparpille, non? Ah non, Non, ça je n'est pas la m'éparpille nana qui pas. s'éparpille. Moi, je pense très sincèrement que lorsqu'on mène différents projets, et c'est mon cas Mm, aussi, il y a un fil conducteur mm, et que, en mm, fait, les projets viennent se greffer à ce fil conducteur, mais que, au fond de nous, il y a un objectif. Nous mm, sommes des passionnés, vous êtes une mm, passionnée, et en mm. fait, il y a un fil conducteur et que vous y greffez des projets. Donc, on a un Oui, podcast, on a une émission oui. quotidienne, on a un livre, on a l'écrit, on a les Mm, chansons, vous voyez, mm. et on regroupe tout Oui, ce oui. qui... Après, j'aime mon travail, donc j'aime travailler. Je suis jamais en train de me dire oh, c'est relou, là, il faut que je travaille pendant 2 heures. En fait, j'aime ça. J'aime. C'est pas compliqué pour moi de me dire, bon, tiens, là, il faut que je fasse des mails. C'est pas compliqué pour moi. Évidemment que j'aime bien être en vacances au bord d'une piscine avec un cocktail, évidemment. Mais comme j'ai l'esprit, en fait, qui est toujours un peu en activité. Donc, si je lis un bouquin au bord de ma piscine, eh ben, ça va quand même
ça va quand même travailler là-haut, en fait. Ça va quand même me dire, bah, tiens, est-ce que je peux pas faire un thème dans CCA? Donc, et en effet, tout ça est lié. En fait, le succès de CCA, je me dis que ça serait bien qu'on arrive à le faire rayonner sur d'autres choses. Donc, je me dis, bah, tiens, pourquoi on ferait pas un livre? Ça serait un super objet qui réunit, en fait, tout ce qu'on met à l'antenne pour ceux qui peuvent pas nous suivre tous les jours ou ceux qui, au contraire, nous sont hyper fidèles et qui ont envie d'avoir un objet. Le podcast, c'est aussi des rencontres. C'est-à-dire que Laurent Carilla, qui est psychiatre dans notre émission, on s'entend très bien et tout de suite, j'ai vu en lui ce qu'on pouvait mettre à l'antenne, que ce soit à la télévision ou de façon plus sonore. Il a un univers, c'est un grand professionnel et j'ai eu envie de le produire, en fait. Et c'est comme ça qu'on a fait une première saison d'Addiction et que là, on vient de lancer la deuxième saison. Mais en fait, je sais pas comment vous dire, pour moi, c'est pas vraiment du travail, quoi. C'est vachement de kiff, en fait. C'est vachement de kiff. Alors, ça vient aussi des gens par lesquels je suis entourée. Voilà, j'ai une super équipe, on s'entend tous hyper bien, on travaille ensemble depuis 10 ans ou 15 ans, on se connaît tous par cœur. Il y a vraiment un côté grande famille Enfin, moi, j'ai jamais l'impression de me dire, bon, allez, on est lundi, il faut y aller. Jamais, 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 jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, après, oui, bien en vous effet. fasse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis jamais. Évidemment qu'on a tous des coups de mou, des jours où on est fatigué, des jours où on a moins envie, mais c'est jamais un problème de bosser parce que j'aime ça, en fait. Et donc après, vu que j'aime ça, je décline. Et oui, les textes des chansons, c'est un peu autre chose, c'est un peu différent, mais c'est une petite part artistique que j'ai en moi, je pense, depuis toujours, que j'ai jamais tellement voulu mettre en avant rapport au syndrome de l'imposteur. Et maintenant, depuis 6 ou 7 ans, alors on n'est pas en train de se dire qu'on écrit des tubes, hein. On n'est pas du tout en train de se dire ça. On est en train de se dire qu'on a un petit cahier dans lequel on aime bien écrire. C'est des histoires encore, hein. C'est des histoires. Oui, moi j'aime bien les histoires. Donc je raconte des histoires à la télévision, mais je raconte des histoires dans mon petit cahier secret pour le moment. Oh, on a hâte de le découvrir, de découvrir les textes. Ouais, Stéphanie, c'est Mm. quoi une journée dans la peau de Stéphanie Guérin? Ah, alors, c'est une journée qui commence tôt. Je suis une réveille tôt, pas forcément une lève tôt, mais je suis une réveille tôt. Les jours de tournage, c'est-à-dire les jeudis et les vendredis, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, mon cerveau me réveille à 5 heures, quoi qu'il arrive. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est du stress, je sais pas, au bout de 28 ans, je suis peut-être quand même pas stressée d'aller en tournage, mais je sais pas, un truc un peu mi-excitation, je vais en plateau, quoi, c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, et je dis que c'est les jours de tournage, mais en réalité, je me réveille très très tôt. Je me réveille entre 5 heures et 6 heures et j'ai le cerveau qui mouline assez rapidement. Donc, je réfléchis, je trouve des idées. Alors, certains de mes collaborateurs vous diront que j'envoie des mails aussi à 5 heures. Et souvent, ils se disent, mais elle est folle. Donc, oui, je me réveille tôt. Après, j'ai la vie de toutes les femmes, c'est-à-dire que je me réveille, je m'occupe de la logistique d'une maison avec un mari et 2 enfants. Et après, je pars assez tôt au travail. Je ne sais pas pourquoi, on m'a mis dans la tête que quand on est chef d'une équipe, on doit arriver avant que tout le monde arrive et partir une fois que tout le monde est parti. J'ai toujours eu un peu ça. J'aime bien être là quand tout le monde arrive. J'aime bien. Alors, avant le Covid, j'aimais bien organiser des gros petits-déj pour toute l'équipe, des pots quand on a fait un bon score. Là, on peut un peu moins le faire, ouais, j'aime bien rassembler. D'ailleurs, il y a des choses que j'aime bien faire aussi. Il y a longtemps que je l'ai pas fait, mais j'aime bien organiser des grosses fêtes. J'aime bien 2 fois par an vider mon appart, le décorer et inviter 100 personnes à faire la fête toute une nuit. J'aime bien Waouh! ces choses-là. J'aime bien ces choses-là. J'aime bien l'esprit de la fête. Alors ça, c'est sûr, 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 sûr. Et j'aime bien rassembler. J'aime bien rassembler. Donc voilà. Et une fois que je suis au travail, j'ai une équipe. La rédaction ça commence aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes pour la rédaction. Il y a aussi la post-prod, la prod, donc allez, une grosse cinquantaine de personnes. Et mon métier, en fait, au quotidien, c'est répondre à toutes les questions des gens et c'est démêler tous les problèmes qu'on va rencontrer tout au long de la journée. Et en plus, réfléchir à
quels vont être les thèmes qu'on va tourner dans 15 jours, qu'est-ce qu'on va mettre à l'antenne dans un mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme opération spéciale dans 2 mois. En fait, moi, j'ai une vision à plusieurs, sur plusieurs, j'ai une time-lapse, j'ai plusieurs time-lapse en fait. Je dois savoir ce que je veux mettre dans les émissions qu'on va tourner jeudi, vendredi. Je dois prévoir les sommaires des émissions qu'on va diffuser la semaine prochaine. Je dois réfléchir à oui, ce qu'on va enregistrer dans un mois et quelle tête devrait avoir l'émission en sortie de saison au mois de juin. Ouais, je suis à plusieurs niveaux. Ben, Mais sincèrement, moi, ce que ça me fait là, c'est que c'est pas tout le monde qui a cette capacité, en fait. C'est pas tout le monde. je Euh, sais pas. ah si, moi je vous le dis parce que dans certaines de mes missions ou de mes jobs, Hum, j'ai eu à être chef de projet, mais hum, vraiment là pouvoir orchestrer les 2 émissions à venir, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et de demain, penser aux thématiques à dans 15 jours, se dire hum. mais qu'est-ce que on va justement faire comme effet ou enfin c'est pas tout le monde Oui, qui a après, cette moi, capacité-là. c'est une gymnastique que je fais cette gymnastique depuis de nombreuses années. Après, j'ai sûrement le cerveau suffisamment élastique pour y arriver, mais oui, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Ben, bravo en tout cas, bravo, parce que je pense que, non mais par Merci. rapport aux personnalités ou au cerveau ou au mode de fonctionnement, Hum, je hum, pense qu'il y a des gens qui sont vraiment au fil de l'eau et qui ont du mal à avoir une vision plus loin. Et puis, il y a ceux justement qui ne sont que visionnaires hum, et qui auront du mal hum, à être opérationnels et à travailler au quotidien. Vous voyez, enfin, je veux dire, hum. si on analyse ça, enfin, je trouve que Ouais. c'est un sacré, pas réflexe, mais une sacrée Hum. gymnastique au niveau du Oui, oui, cerveau. c'est sûr que c'est une gymnastique et qu'a priori, il vaut mieux être un peu en forme. Mais, C'est sûr. mais après, voilà, c'est aussi ma nature. Je suis plutôt résistante. Je suis jamais malade. Je dors pas beaucoup, beaucoup. Je suis capable de faire plein de trucs en même temps sans que ce soit. Après, je suis assez exigeante avec moi-même, hein, donc il y a assez peu de choses que je fais pas à fond. Ouais, j'aime bien les choses un peu. Je suis un peu perfectionniste. Jean-Luc, il disait souvent que j'étais visionnaire. Donc, quand j'ai un truc en tête, quand j'ai une idée le matin dans mon lit à 5 heures, là, je me dis, tiens, dans 15 jours, on va faire ça. Mais c'est la chance aussi que j'ai d'avoir des équipes qui me comprennent, qui savent tout de suite ce qui va me plaire et comment mettre les choses en action. C'est aussi parce que j'ai cette super équipe que j'y arrive. Parce que oui, c'est super hein, d'avoir des idées, mais il faut que derrière, il y ait un staff qui suive. Et c'est ça aussi, Mais d'avoir une personnalité, un peu comme vous la décriviez pour Faustine, d'être fédératrice et de oui, rassembler. oui, C'est-à-dire que oui, pour bien sûr. réussir, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et Oui, c'est oui, ce que bien vous sûr. Et avez ça, su je mesure ma faire. chance parce que dans ce milieu de la télé où les contrats, ça va hyper vite et une quotidienne, ça fatigue, ça rince. Moi, j'ai les mêmes personnes. Ils me sont fidèles depuis, je vous dis, 10 ans, 15 ans pour certains. Et je mesure la chance que j'ai parce que je vois très bien que dans ce métier, voilà, c'est un turnover de malade et qu'il y a beaucoup d'équipes qui tiennent pas plus d'une saison. Moi, j'ai les mêmes sur lesquels je peux m'appuyer depuis très longtemps. Et la fidélité, la loyauté, c'est un truc hyper important. Jean-Luc Delarue disait loyauté first. Bah, c'est hyper vrai. Après, on travaille. Mais la loyauté, la fidélité, c'est hyper important. Ouais, je vous rejoins là-dessus. J'ai une dernière question pour vous. Qui est votre héroïne? Ah, mon héroïne, je sais pas si j'ai une héroïne. Je sais pas si j'ai une héroïne. Je sais quand j'étais ado, encore une fois, chez moi, à la campagne, dans une vie qui était complètement loin de la télé, j'étais en admiration. Alors oui, pour les Christine O'Krent, oui, pour les Anne Sinclair, mais plutôt sur les nanas qui étaient sur le terrain. Les Marine Jacquemin, les Martine Laroche-Joubert. Elles nous racontaient une histoire en étant les pieds dans le terrain, quoi. J'avais l'impression que leur vérité était plus forte que celle que pouvaient nous raconter une O'Krent et une Anne Sinclair j'avais l'impression que ces femmes-là, elles vivaient un truc. Mais je me suis jamais dit, je voudrais être elle. Aujourd'hui, j'ai des héroïnes, oui, j'en ai plein. Alors sûrement un peu ma mère, il faudrait que j'en parle
à ma psy parce qu'il y a une part génétique qui est inévitable de modeling. Ma mère, c'est un bulldozer qui bosse. Voilà, c'est inévitable que j'ai pris un peu d'elle, c'est sûr. Mais pas que. Moi, j'aime bien les femmes qui forcent le destin, qui osent, qui croient en leur bonheur, même s'il faut tout envoyer valser. Enfin, qui ont le courage d'être heureuses, en fait. Et c'est souvent ces femmes-là qu'on reçoit sur notre canapé avec Faustine. C'est souvent ces femmes-là qui viennent me chercher plus à l'intérieur, moi. Les femmes qui, à 40 ans, voient tout valser pour penser à elles, les femmes qui changent de carrière, les femmes qui sortent des codes que leurs parents avaient programmés dans leur tête pour elles. Par exemple, une Juliette Armanet, qui a été journaliste et documentariste jusqu'à ses 30 ans et qui, en fait, un jour s'est dit, bah non, en fait, moi, j'écris des textes et je compose depuis que j'ai 14 ans et je veux me donner cette chance-là. Ça, c'est une héroïne pour moi. Ça, je trouve ça super. Une Aurélie Saada, alors c'est des chanteuses, hein, beaucoup de chanteuses. Une Aurélie Saada qui est pour moi une femme hyper solaire, terriblement féminine et qui ne chante et qui n'écrit et qui n'est inspirée que par des blessures ou des combats qu'elle veut mener. Ça, je trouve ça terriblement héroïque. Et voilà, c'est ce genre de femmes, moi, qui me font vibrer. Après, j'ai pas, je peux pas vous dire j'ai une héroïne depuis toujours. Non, pas du tout. Après, Jean-Luc, pour parler encore de lui, il avait une part féminine, donc certainement qu'il m'a aussi transmis des choses comme ça. Ben moi, ça me touche beaucoup en fait ce que vous venez de dire, Stéphanie, parce que je retiens donc que vous en fait vous admirez les femmes qui ont le courage d'être heureuses, ce courage d'être heureuse, de prendre sa vie en main. Donc ça, c'est très touchant. Et puis le fait que vous ayez pu nous partager le fait que effectivement Juliette Armanet ou une Aurélie Saada, que vous puissiez être en admiration par rapport aussi et au fait qu'à un moment donné, elles ont eu le courage de transformer leur vie pour aller vers leur passion, quelque chose qui était peut-être pas une passion éteinte, mais quelque chose qui était latent et à un moment donné, on a envie de s'y consacrer et de se révéler au public au travers de cette passion. Et je trouve ça très beau. Exactement. C'est bien résumé. Merci. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que je sais que vous faites très peu d'interviews. Donc, je suis honorée. Jamais. J'en fais jamais. Et ben franchement, j'ai une petite difficulté à me trouver intéressante, vous voyez. Quitter ce syndrome de l'imposteur que je ne saurais plus voir. Voilà. Ben, en tout cas, merci alors de vous être confié au micro de Balance ton héroïne. Ça me touche beaucoup. Et puis moi, je retiens aussi que en préparant cette interview, vous m'aviez dit, Géraldine, moi, je suis une héroïne de l'ombre. Et oui, vous l'êtes. Et aujourd'hui, je vous mets en lumière. Et ça m'honore. Donc, merci Stéphanie. Merci à vous, Géraldine. C'est vrai que la quotidienne, le succès, c'est évidemment Faustine, mais il y a toute une équipe derrière et c'est bien aussi de parfois mettre les gens de l'ombre en lumière. Donc, je vous remercie beaucoup, Géraldine. Merci à vous, Stéphanie. À bientôt. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté. Et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.